Bonjour et bienvenue dans le podcast de Zero Waste Toulouse. Je suis Chris. Bienvenue au 26e épisode du mois d'octobre, même s'il faut le dire vite parce qu'il y a eu quelques manques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Lila. Bonjour Lila. Salut Chris. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça va. Alors toi, tu fais partie de Zero Waste Toulouse. Tu n'es pas une bénévole. Non, je suis salariée. Voilà, tu fais partie des 2 salariés avec Anne-Fleur qu'on a déjà eu dans le podcast. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire un podcast avec toi. Et aujourd'hui, c'est la bonne occasion parce qu'il y a une petite actu. Grosse actu même. Voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, l'actu, c'est qu'on développe des animations, des interventions sur le sujet des protections menstruelles réutilisables. Alors, ces ateliers, ils ont déjà commencé. Ouais. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ça consiste en quoi, ces ateliers? Alors, c'est un cycle d'intervention qu'on a développé à destination des étudiants et des étudiantes au départ, mais qu'on aimerait bien ouvrir à d'autres publics par la suite. L'idée, c'est de proposer un stand de sensibilisation sur lequel, en fait, on va aller chercher les participants et les participantes pour les informer des enjeux qui sont liés aux protections menstruelles jetables et aux protections menstruelles réutilisables. Après, on propose aussi une espèce de café menstru, conférence table ronde. En fait, vous choisissez un peu le nom que vous voulez, mais l'idée, c'est d'échanger directement sur ce sujet-là en donnant un peu plus de données et d'informations sur les enjeux, parce que le stand, en fait, on a les gens pendant pas très longtemps, alors que le café menstru, table ronde, conférence, on peut passer 1 heure, voire 1h30 avec les gens, donc en fait, on peut vraiment échanger et apporter des informations un peu plus complémentaires et plus détaillées. Et ensuite, le 3e type d'intervention, ça va être des ateliers avec un nombre de participants et de participantes limité. Et là, l'idée de cet atelier, en fait, ça va être de faire en sorte que les personnes puissent se saisir des arguments pour devenir des ambassadeurs et des ambassadrices de cette démarche auprès de leur propre entourage, en fait. Ok. Alors, tu me parles saisir des enjeux. C'est quoi exactement les enjeux? Les enjeux, en fait, ça va être surtout sur les protections jetables, parce que quand on regarde un petit peu la composition des protections... Donc, serviettes, tampons? Ouais, serviettes jetables et tampons jetables. Voilà, donc ces protections jetables, ces protections menstruelles jetables, donc il y a plusieurs enjeux là-dessus, que ce soit sanitaire, socio-économique ou environnemental. Et du coup, l'idée, c'est d'augmenter le niveau de connaissance de tout le monde sur ce sujet-là pour qu'on essaye d'aller tous et toutes ensemble vers des solutions qui soient plus saines et plus durables. D'accord. Tu parles d'enjeux sanitaires. Les j'ai envie de dire, utilisatrices sont pas forcément conscientes des produits qu'il y a dans ces tampons et serviettes. Du coup, on parle de quoi exactement? Ouais, alors attention, on va pas dire utilisatrice, on va dire utilisateur et utilisatrice, parce que personnes menstruées se reconnaissent pas nécessairement dans le féminin. L'idée, c'est qu'on va parler de toutes les personnes qui sont nées avec un vagin. Et effectivement, en fait, on n'est pas nécessairement au courant de la composition des protections jetables, parce que d'abord, en fait, c'est pas réglementé de la même manière que l'alimentaire ou le textile, par exemple. Donc aujourd'hui, il y a aucune obligation d'afficher la composition des protections sur les emballages. Je sais pas si si t'as déjà regardé un paquet de Tampax, par exemple, il n'y a pas la liste des ingrédients, mais il y a l'Agence nationale de la santé, l'ANSES, qui a du coup lancé une étude sur le sujet en 2018, il me semble. Et donc en fait, de cette étude est ressorti des éléments qui sont un petit peu alarmants, parce que on retrouve notamment des résidus de pesticides ou des produits d'hydrocarbures volatiles, j'ai plus le nom exact, en tout cas issus de la transformation des produits issus du pétrole. Et donc c'est la présence de ces substances-là, ça peut avoir un impact sur la santé des utilisatrices. Et après, il y a aussi la question de l'utilisation des protections. Par exemple, quand on utilise des protections internes comme le tampon, il y a un risque de choc septique, plus connu sous le nom du choc toxique, où en fait ça va être une réaction avec la flore vaginale et les bactéries qui sont présentes. Et en fait, cette réaction, elle peut avoir des conséquences très très graves sur les personnes qui l'utilisent. D'accord. Un autre enjeu que tu as dit, c'est environnemental. Ouais. Donc évidemment, ces objets sont à usage unique. Ouais. Donc après, ça finit
la poubelle. Enfin, Ouais. C'est à Dans le meilleur des cas. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Donc, et c'est une quantité qui est, au cours d'une vie, qui est vraiment énorme, quoi. Ouais, au cours d'une vie, en moyenne, ça représente à peu près 150 kilos de déchets par personne menstruée. Donc, à savoir que la moitié de la population mondiale est menstruée. On va pas rentrer dans le détail du calcul, mais globalement, c'est à peu près ça. Après, il faut savoir que dans le monde entier, tout le monde n'a pas forcément accès aux mêmes solutions. Nous, en Occident, par exemple, on est beaucoup sur du jetable, mais il y a beaucoup d'endroits dans lesquels, en fait, il y a encore des solutions réutilisables qui sont utilisées, voire pas de protection du tout. Et en fait, il n'y a pas seulement la question du traitement du déchet, en fait, de l'usage unique, il y a aussi la question de la consommation de ressources pour fabriquer ces objets-là qui sont jetables, par exemple. Sur les serviettes jetables, la composition, c'est environ 90% de plastique. Donc là, on va avoir toute la question de l'extraction du pétrole, de la transformation, du transport, etc. Et donc de la consommation d'énergie et de ressources qui sera liée. Et pour les tampons, on va être plus sur du coton. Et en fait, l'exploitation de coton, c'est une exploitation qui nécessite beaucoup d'eau et de pesticides, d'où après le fait qu'on retrouve des résidus de pesticides dans certaines protections. D'accord. Et tu as parlé d'enjeux socio-économiques. Ouais, les enjeux socio-économiques, du coup, ça va être par rapport à la précarité menstruelle. La précarité menstruelle, en fait, c'est le fait de pas avoir accès à des solutions pour quand on a ses règles, en fait. Aujourd'hui, en France, c'est à peu près 30% des personnes menstruées qui n'ont pas accès à des solutions. Et ce chiffre, il augmente, en fait, en fonction des âges. Donc, chez les étudiants et les étudiantes, le chiffre, il explose. Et du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui, quand elles ont leurs règles, peuvent pas forcément aller à l'école, à la fac ou au travail, et du coup, sont obligées de mettre un peu en pause leur vie pendant une semaine, quoi. Sans parler des personnes qui ont aussi des douleurs physiques et du coup qui peuvent pas forcément aller travailler. Mais là, on n'est plus sur l'enjeu socio-économique, on est plus sur l'enjeu sanitaire. Parce que, alors évidemment, le coût varie suivant la solution choisie, parfois même suivant les marques, choses comme ça. Par contre, les alternatives, du coup, dont on va parler, le coût est extrêmement différent. Ouais. Alors, effectivement, en fonction des solutions jetables, bon, là, on va parler de solutions jetables. En fonction de ces solutions-là, le coût varie déjà énormément en fonction de si on prend une solution basique avec des produits sur lesquels, évidemment, on va pas communiquer sur la composition. Et après, on va avoir des produits un petit peu plus sains, on va dire. Et dans ce cas-là, là, les entreprises elles vont plus communiquer sur la composition. Par exemple, c'est 100% coton bio. Mais là, tout de suite, les prix gonflent. Et alors ça devient absolument inaccessible pour les personnes qui sont à la limite de la précarité menstruelle. En moyenne, on est à peu près à 7 € de dépenses par cycle. Donc ça, c'est sur des solutions typiques, en fait, normales. Mais après, ça peut tout de suite monter. Du coup, sur toute une vie, sur toute la période de menstruation en fait de la personne, ça peut aller de 2 000 à 3 500 € dépensés juste pour les protections menstruelles. Sans compter si la personne elle a dû s'arrêter de travailler, dans ce cas-là, c'est de l'argent qu'elle a pas pu gagner, ou si je sais pas, des vêtements qui ont été souillés et qu'elle n'a pas réussi à récupérer, du coup il va falloir laver ou acheter d'autres vêtements. On pourrait imaginer que des solutions, il y a des gammes de prix, on va dire. Ouais. Plus la solution est chère, plus elle est saine. Est-ce que ce serait le cas ou est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Je dirais que globalement c'est le cas, mais après j'imagine qu'il doit y avoir des entreprises qui aussi se servent de ces niches-là pour vendre des produits qui soient moins sains et qui ont un peu une étiquette verte et du coup ils vont mettre le prix qui va avec, quoi. Ok, donc ces alternatives, est-ce qu'on peut détailler un petit peu ? Ouais, donc sur les alternatives durables, on va parler des alternatives qui sont réutilisables. Donc l'alternative au tampon, ça va être la coupe menstruelle. La cup, ouais. La cup est pleine.
Sur les serviettes jetables, l'alternative, ça va être les serviettes réutilisables. Donc, c'est en tissu avec plusieurs couches qui sont absorbantes. Et l'idée, ça va être de l'utiliser comme une serviette jetable et puis de la rincer après utilisation, la faire sécher et ensuite la laver. Attention, pas la laver avec du savon de Marseille parce que le savon de Marseille, c'est imperméabilisant. Du coup, imperméabiliser une solution qui est censée être absorbante, ça s'annule. Ensuite, on a aussi les culottes menstruelles. Donc, c'est un peu le même principe que la serviette, sauf qu'en fait, c'est une culotte. Donc, en fait, ça change rien à quand on s'habille le matin. Pour ces 3 solutions, tu peux donner à peu près des prix Ouais. Sur les coupes menstruelles, si je me trompe pas, on est entre 15 et 30 euros pour la solution. Et ça dure toute la vie? Non. C'est recommandé de l'utiliser de 5 à 10 ans. Ce qui est déjà énorme. Énorme, sachant que c'est rentabilisé en 4 cycles. Oui, voilà, oui. 4 cycles, ça fait 4 mois et voilà quoi. D'accord. Au bout de 4 mois, on a les règles gratuitement en fait. Ok, c'est ça, exactement. C'est cadeau. C'est cadeau. Après, les serviettes, c'est un peu pareil. C'est entre 15 et 30 euros par serviette. Sachant que, la coupe menstruelle, en fait, on peut l'utiliser pendant tout le cycle, à condition de la vider, de la rincer et de la remettre. Par contre, les serviettes menstruelles, du coup, on va s'en servir pendant 4 à 6 heures. Voire 8, voire 12, en fait. Donc, il en faut un certain nombre. Il en faut un certain nombre. Et pour les culottes, c'est pareil. Les culottes, c'est un peu plus cher. C'est plus de 25 à 45 euros. Mais globalement, en fait, les culottes, pour un lot de 6 culottes, parce que avoir une seule culotte pour tout le cycle, ça marche pas. Mais en fait, si on est bien organisé, 6, ça suffit. 8, c'est encore mieux. C'est vraiment comme ça, on n'a pas de charge mentale. Mais donc, pour rentabiliser ou en tout cas amortir un lot de 6 culottes, ça va prendre à peu près 24 cycles. Donc, en gros, en 2 ans, on a amorti la solution, sachant qu'elle dure de 5 à 10 ans. D'accord. Donc, au bout de 2 ans, règle gratos. Donc, oui, c'est ça. Il y a un petit investissement au départ, qui... Enfin, le plus accessible, c'est la cup, évidemment. Ouais. Et après, ok. La cup, il me semble qu'il y a des tailles. Ouais. En fait, comme tout, ça va dépendre du flux. La taille de la cup, elle va surtout dépendre de si on a déjà eu des enfants ou pas. Il va y avoir une petite cup pour les personnes qui n'ont pas eu d'enfants et puis une grosse cup pour les personnes qui ont déjà eu des enfants. Et après, pour les serviettes et les culottes, ça va être une question de flux aussi par rapport à l'absorption. En début et en fin de règle, en fait, on n'a pas les mêmes flux, donc on va pas avoir besoin de la même capacité d'absorption. Et puis, il y a aussi la grandeur de la serviette ou la taille de la culotte, parce qu'après, c'est comme tous les vêtements, il y a des gens qui sont plus ou moins épais. Et du coup, pour passer le pas, on va dire, pour tester, pour trouver par exemple sa taille de cup, choses comme ça, dans la pratique, comment ça se passe? On achète tous les modèles et on les renvoie et on les essaie, Dans la pratique, l'idéal, c'est quand même d'aller dans un endroit où on peut discuter avec quelqu'un. Par exemple, dans une épicerie. Parce que sur Internet, en fait, on va trouver plein de trucs, mais comme on va pas avoir d'interlocuteur ou d'interlocutrice, ça va être difficile de... Oui, où ça s'achète une cup? En pharmacie? En pharmacie, même dans les épiceries vrac, les épiceries bio. Dans les supermarchés aussi, mais c'est pareil, dans les supermarchés, on va pas avoir d'interlocuteur ou d'interlocutrice, quoi. C'est pas à la caisse qu'on va dire du coup, je sais pas quelle taille choisir. Mais aller en cabine, c'est... Ouais, c'est ça, cabine de siège, waouh. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même quelqu'un à qui on peut poser la question, sachant que la dernière fois, moi, je suis allée acheter une culotte menstruelle et en fait, la personne elle m'a dit, rentrez chez vous, essayez-la sur un autre sous-vêtement. Comme ça, vous voyez si la taille elle vous convient. Après, par contre, testez pas la capacité d'absorption, sinon on la récupère pas. Oui, c'est bon. Tenez, j'en veux plus. Ouais, c'est ça. Vous pouvez la rincer. D'accord. Donc, ok. Donc, ouais, effectivement, il y a, on va dire, un petit frein, mais qui peut se surmonter relativement facilement, quoi. Okay. Ouais. Après, pour les stands qu'on fait, pour les interventions, en tout cas, qu'on fait à destination des étudiants et des étudiantes, comme on est accompagné par le service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, le SIMS, on fait des distributions de protection pour les étudiants. Donc, on a juste les coupes menstruelles et les serviettes de règles. Donc, on n'a pas de culottes. Mais en fait, comme on fait la distribution gratuitement d'échantillons, les personnes, elles peuvent tester. Mais un échantillon de cup, c'est une cup? Ouais. D'accord, oui. Quand je dis échantillon, c'est pour dire on va pas vous donner un lot, quoi.
Ben, on n'a pas besoin d'un lot, on est d'accord. Ouais, pas pour la cup, mais pour la serviette, par exemple, on n'en distribue qu'une. Ah oui, après, comme tu disais, c'est un investissement quand même, de base. Et du coup, pour lever le frein par rapport à ça, et surtout en observation du nombre d'étudiants et d'étudiantes, en tout cas de personnes de moins de 25 ans qui sont victimes de précarité menstruelle, le gouvernement a annoncé, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2024, les protections menstruelles réutilisables seraient remboursées pour les personnes de moins de 25 ans. Donc, il faut aller les chercher en pharmacie. Bon, j'imagine qu'il faudra pas courir dans les pharmacies le 2 janvier parce que ça m'étonnerait que tout le monde soit au courant, mais en tout cas, voilà, c'est une information officielle. Après, en cherchant un peu sur Internet, on peut trouver plus d'infos. Et après, on peut aussi informer nos pharmaciens, nos pharmaciennes que ce sera la loi, quoi. Je sais que certaines écoles à Toulouse sont déjà équipées et dans les toilettes, il y a des protections. Oui, là, du coup, ça va être de la distribution de protection jetable pour éviter les... En tout cas, pour solutionner les problèmes de précarité. Depuis tout le temps. Ouais. Mais du coup, les protections, ça vient d'où? Ça se passait comment, en fait, avant? Alors, avant qu'il y ait des solutions jetables, les personnes menstruées utilisaient des solutions réutilisables. Et donc, c'était les personnes c'était les utilisateurs, les utilisatrices de ces protections qui les créaient et qui les entretenaient. Donc, la plupart du temps, on entend parler des linges menstruels. Donc, en fait, c'est des tissus qui sont utilisés pour absorber les flux et ben, ensuite qui sont lavés et séchés et puis réutilisés. Donc, ça, c'était des solutions réutilisables qui étaient utilisées jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e. Et en fait, le fait d'avoir ces solutions réutilisables, ça fait qu'en fait, elles étaient présentes partout. Enfin, elles étaient présentes dans le foyer, quoi. Ça donnait vraiment de la visibilité sur ce que c'était. Et en fait, on en discutait. Les mères passaient le message à leurs filles, ou enfin, en tout cas, à toute la famille, sur c'est quoi les menstruations et comment on absorbe ce sang qui sort de nous, quoi. Donc déjà, il n'y avait pas forcément de tabou là-dessus. Et puis du coup, il n'y avait pas de déchets aussi. Et puis, il n'y avait pas de consommation. Enfin, il n'y avait pas de dépenses d'argent tous les mois pour pouvoir absorber ces flux-là. C'était juste un vêtement. C'était juste un vêtement, un sous-vêtement. Sous-vêtement. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, même, il me semble qu'à l'époque des Égyptiens, je crois qu'il y a des archéologues qui ont retrouvé des espèces de tampons de l'Égypte antique. Okay. À creuser. Et donc, en fait, les protections jetables, elles sont arrivées à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et surtout, en fait, elles ont leur commercialisation a explosé à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a les industriels qui mettaient sur le marché les gaz et les tissus sanitaires pour soigner les blessés. Ils avaient des grosses productions. Ils se sont retrouvés avec des stocks sur les bras. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? Un peu comme ils ont fait avec les produits pétrochimiques et qui se sont dit, tiens, si on faisait des pesticides. Et du coup, ils se sont dit la même chose. Et donc, ils se sont mis à vendre des serviettes hygiéniques. Et donc, il y a toute une histoire là-dessus. D'ailleurs, je recommande l'ouvrage qui s'appelle « Histoire des protections menstruelles » par Jeanne Guillen aux éditions Divergence. Okay. On n'est pas sponsor. Non, on n'est pas sponsor, mais c'est un ouvrage qui est hyper riche et au final, on s'est beaucoup inspiré pour tout ce qui est les interventions sur ce sujet-là. Et en fait, ça lève plein de voiles. Donc, très, très intéressant. Et après, il y a plein de contenus accessibles en ligne sur ce sujet-là. Et donc, il y a des contenus sur notre site. Et il y a des contenus sur notre site il y a Lucie qui était en stage d'observation avec nous la semaine dernière, qui a rédigé un article qui est accessible sur le blog de Zero Waste Toulouse. Le titre de l'article, c'est « Changeons les règles du jeu ». Je l'ai. Voilà. Donc les protections jetables, c'est arrivé au début du XXe siècle en grande distribution, la grande consommation. Et en fait, ils ont eu une grosse stratégie de communication pour faire en sorte que les personnes utilisent ces solutions, parce que sinon ça marchait pas très bien. Les gens se disaient non, mais en fait moi j'ai une solution, j'ai pas besoin de dépenser de l'argent tous les mois, etc. Et ils ont fait une grosse com sur
Le réutilisable, c'est dégoûtant, ça prend de la place, ça se voit, c'est contraignant, etc. C'est le même mécanisme qu'avec les couches. Et voilà, c'est ça. Et puis c'était l'action de l'innovation. En fait, c'est les vieilles filles qui utilisent des solutions réutilisables. Pourquoi ? Parce que c'est les mères et les grands-mères qui faisaient ça. Donc, si vous êtes une femme jeune et dynamique, vous devez utiliser des solutions jetables. Et en fait, bon, il y a pas mal de choses qui ont participé à la tabouisation et à la mise en discrétion de ce sujet-là, quoi. Mais globalement, le fait d'utiliser des solutions jetables, ça donnait moins de visibilité à cet objet, puisqu'avant, il fallait le faire sécher dans la salle de bain ou n'importe où. Donc, en fait, on le voyait, donc on pouvait en parler. Là, en fait, il est à la poubelle, et après la poubelle, il est envoyé à l'incinérateur, il est brûlé, et en fait, ça part en fumée. Donc, on n'en parle pas. Et maintenant, en fait, on s'est dit, c'est quand même assez dégoûtant ce qu'il y a dans ces protections-là. En plus, ça produit des déchets, ça fait de la consommation de ressources un peu inutile. Venez, on retourne, entre guillemets, retourner, parce qu'en fait, on a aussi de l'innovation dans les solutions réutilisables. Donc, on s'est inspiré de ce qui existait avant, mais on fait des choses nouvelles. Effectivement, les cups n'existaient pas avant, j'imagine, mais les serviettes n'ont rien à voir avec celle du début du siècle. Oui, non, rien à voir, ouais. Ok. Ouais. Et en plus, aujourd'hui, on a quand même des connaissances techniques sur des tissus qui sont plus ou moins absorbants. On a des outils de fabrication qui sont beaucoup plus innovants. Avant, c'était des tissus qui étaient agglomérés, en fait. Ouais. Donc, on l'a dit, ces interventions, elles ont commencé. Il y en a quelques-unes à venir encore. C'est quoi la suite ? La suite, c'est de continuer à faire des interventions auprès des étudiants et des étudiantes avec l'aide du CIMS et du Crous et des universités. Et l'idée, après, ça va être aussi de pouvoir s'adresser à un public prescripteur, donc sage-femme, gynécologue, infirmier, infirmière, étudiant ou pas étudiante, étudiant, étudiante ou pas. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque personne puisse à son tour sensibiliser des gens. Et on s'est dit que le public prescripteur en la matière, non seulement était légitime, mais en plus, il avait aussi un niveau de connaissance qui pouvait faciliter la diffusion du message. Et donc, nous, notre objectif, c'est de s'adresser en priorité à ce public-là. Mais après, nous, notre objectif, comme sur tous les sujets qu'on traite, c'est de s'adresser absolument à tout le monde pour passer le message à un maximum de personnes pour faire une sensibilisation exponentielle. Après, on est aussi hyper partant et partante pour aller dans les écoles pour parler de ce sujet, pour détabouiser les règles, dans les entreprises, dans les associations, dans les collectivités, dans les centres sociaux aussi, dans toutes les structures en fait dans lesquelles il y a des gens qui seraient intéressés à l'idée de parler de ce sujet, quoi. Pour organiser une intervention, c'est facile, il faut nous contacter. Ouais. Voilà. Sur le site de l'association, il y a passer à l'action, demander une intervention. Là, il y a l'accès à nos catalogues d'intervention. Et juste en dessous, il y a un petit formulaire. Il y a juste à remplir une petite description, des dates si jamais vous en avez. Et ensuite, moi, je reçois l'info et ensuite, on échange ensemble pour voir ce qu'on peut faire. Merci beaucoup, Lila, et merci beaucoup à vous. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, nous encourager. Merci, Chris, et merci à vous de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, la coupe est pleine et comme le temps passe vite, il faut passer à l'action. Je vous dis pas au mois prochain, je vous dis, parce que je sais pas, je vous dis à bientôt. Au revoir.